Alors j'espère que mon micro marche et que tout le monde m'entend. Bonjour à tous, donc je suis Hervé Le Sceau. Je préside la CPNE de la branche depuis 18 mois. Et donc très heureux que vous soyez aussi nombreux. Je vois 70 participants, c'est très bien. 72, ça monte encore. Juste quelques mots pour introduire. D'abord remercier toutes les entreprises qui ont répondu parce qu'il y avait un gros travail de recueil de données pour pouvoir travailler. Ce travail prospectif nécessitait beaucoup d'informations et donc des données de chacun des adhérents au niveau de la branche étaient indispensables. Donc vous êtes nombreux à avoir répondu et c'est bien. On n'aurait pas pu travailler sans ça. Dire aussi que ça s'est fait dans un bon climat de travail entre nous, c'est-à-dire entre les représentants employeurs, collège employeurs et les représentants du personnel qui ont assidûment participé aux échanges, enrichi les échanges, étaient voilà, très exigeants sur la qualité des données et leur fiabilité. Donc, on a eu beaucoup d'échanges sur ce sujet-là. Voilà, cette étude, elle est utile par rapport à la projection qu'on souhaitait avoir sur l'évolution de nos métiers sur une projection 2030. Donc, alors, même si l'avenir est par définition incertain, mais c'est important pour nous des deux côtés, employeurs et salariés, de savoir un peu comment, dans un contexte en évolution réglementaire, en évolution technologique, on parle, et l'intelligence artificielle dans nos métiers, et les nouvelles technologies d'une façon générale, quel impact sur l'évolution de nos activités. Donc tout ça sera restitué par le cabinet Paradox, mais ça fait partie des choses dont on a tenu compte. Donc comment élaborer une stratégie emploi-formation avec, en se projetant sur les années prochaine jusqu'en 2030. L'étude a été longuement évoquée par notre président du SNAD, adhérent à la FNAD, donc Didier Courboyer, au moment de l'Assemblée générale. L'étude est vraiment porteuse de sens et elle a abouti, alors je pense qu'on en parlera dans la présentation, elle a abouti sur un certain nombre de conclusions et de plans d'action dont certains sont déjà à l'ouvrage parce qu'on a fait évoluer notre convention collective, par exemple, et qu'il faudra tenir compte de l'enquête prospective pour ça. On a des métiers émergents, par exemple, qui n'existent pas aujourd'hui dans la convention collective, dans le référentiel de nos emplois. Et donc, il faudra prendre en compte, et l'étude prospective le met bien en avant. On a mis le doigt sur un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui est important, c'est tout ce qui est illettrisme et illectronisme. Nos métiers ont profondément évolué aussi sur l'utilisation de supports numériques. Et on est confronté avec des collaborateurs de premier niveau de qualification qui, compte tenu de leurs difficultés en illettrisme, finalement se heurtent aussi bien évidemment avec des difficultés sur les outils numériques. Et donc on parle maintenant d'électronisme. Et on a rencontré l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme au niveau de la CPNE là, il y a quelques semaines. Donc on a entamé un travail avec eux et avec Acto. Voilà, on a un sujet aussi dans les plans d'action sur un accord de branche Pro-A. Voilà, qui est en cours et qui a permis, l'étude prospective a permis d'avancer sur ce sujet-là aussi. Et puis, on a l'attractivité de nos métiers, au-delà de ce qui s'est passé pendant le confinement, où nos métiers sont apparus comme étant des métiers indispensables, de première ligne, etc. Malgré tout, on a toujours un problème d'attractivité et on a travaillé toujours en utilisant l'étude prospective sur 3 CQP. Ouais, voilà, donc l'étude a aussi nourri la réflexion sur les 3 CQP, sujet qu'on avait entamé même avant mon arrivée à la présidence de la branche, hein, enfin de la CPNE. Mais en tout cas, on a accéléré le travail sur les 3 CQP en référentiel, en référencement d'organismes de formation. Donc, et on s'est nourri de l'étude aussi pour le référentiel des compétences. Donc voilà. Et je m'arrête là et je passe la main à Paradox pour ne pas prendre trop de temps. Merci. On va laisser, donc rappel, hein, vous l'avez dit, Monsieur Le Sceau, tous ces travaux ont été faits dans le cadre de la CPNEFP avec tous les représentants du coup qui sont affichés là et qui ont été partie prenante de cette étude. Je vais laisser Sandra Leroll, la responsable de l'Observatoire et d'évaluation d'Acto, vous présenter la prospective. Vous êtes en mute, Sandra.
Merci, bonjour à tous et merci encore d'être venus à ce webinaire. Donc, nous allons passer une petite heure ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose rapidement de vous dire ce que c'est la prospective, parce que c'est un mot qui est parfois un peu barbare. Hein. On pense que c'est de prévoir l'avenir, c'est pas tout à fait ça. Donc, c'est une façon de mieux apprécier en fait ce qui va vous être présenté par Catherine Bétourné du cabinet Paradoxe. Donc, pour faire simple, hein, la prospective, c'est avant tout une attitude de la façon dont on fonctionne au quotidien, qui consiste notamment à être proactif, c'est-à-dire à anticiper les actions, anticiper notre activité. Par exemple, il y a le phénomène de l'intelligence artificielle aujourd'hui, de changement climatique, sont des phénomènes qui sont étudiés en termes de prospective. C'est aussi une façon d'explorer à travers un certain nombre de scénarios qui sont basés sur des tendances à venir et puis construites à partir de l'analyse de données actuelles et des hypothèses sur le développement futur. Par exemple, un exemple qui peut vous parler, c'est comment les organisations aujourd'hui peuvent évoluer avec l'augmentation du télétravail. Tout cela pourquoi? Pourquoi on veut anticiper, pourquoi on veut explorer, tout cela pour aider à la décision, Une fois qu'on a compris les scénarios, une fois que les décideurs comme vous, les entreprises ou les organisations ont compris tous ces scénarios et cette analyse, on peut mieux se préparer pour prendre des décisions éclairées et donc élaborer des stratégies qui sont souvent plus résilientes face aux incertitudes qu'on peut avoir de l'avenir. Donc, pour finir, une allégorie, excusez-moi, assez simple pour bien comprendre la prospective. C'est comme si vous imaginez d'être un capitaine de navire en plein mer. La prospective, c'est comme si vous utilisiez votre longue vue dans un monde en constante évolution. Elle ne prédit pas l'avenir, mais elle vous aide en fait à explorer les différents possibles et à vous préparer comme un capitaine qui est prévoyant et qui garde son navire sur une bonne route malgré toutes les incertitudes qu'il peut rencontrer sur sa route. Donc, c'est vraiment une vraie attitude à avoir quand on travaille dans les organisations, quand on travaille dans les entreprises. Voilà, donc c'est tout ce que nous allons voir dans l'étude que Paradoxe va nous présenter dans quelques instants, c'est-à-dire des éléments de diagnostic, des éléments d'analyse prospective, des outils divers et variés qu'on met à disposition, comme les cartographies, comme les fiches métiers, et également des pistes d'action pour vous permettre de mieux préparer l'avenir et surtout de ne pas subir des évolutions qui vont vous impacter d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc je laisse la parole à Catherine pour vous faire une présentation de cette étude qui a été réalisée durant une bonne année en mobilisant un grand nombre d'entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes. Voilà. Merci à vous et à votre écoute. On va reprendre les objectifs de l'étude. Il y avait 5 moments clés dans cette étude. D'abord, la réalisation d'un état des lieux, des mutations en cours, pour savoir celles qui ont déjà commencé à impacter votre branche et celles à venir qui pourraient avoir un impact encore plus important. Le deuxième moment de cette étude a été de qualifier la nature et l'intensité des impacts sur les métiers et les compétences dans une logique prospective. Donc, on s'est mis à l'horizon 2030 pour pouvoir qualifier les impacts sur ces métiers et ces compétences. Le troisième moment a été d'intégrer cette qualification des impacts sur la cartographie des métiers et d'actualiser les fiches métiers en intégrant ces compétences émergentes, ces nouvelles données prospectives qui ont été intégrées sur chacune des fiches métiers. Ensuite, une fois qu'on sait quelles sont les compétences dont vous aurez besoin demain, on a regardé l'adéquation de l'offre de formation aujourd'hui. Vous savez que la branche a un rôle stratégique en matière de certification et l'idée était de regarder et d'analyser dès aujourd'hui l'adéquation de l'offre de formation par rapport aux besoins en compétences que vous aurez besoin à l'horizon 2030. Et enfin,
comme vous l'a dit Monsieur Le Sceau, c'était de définir des plans d'action opérationnels pour répondre à deux enjeux clés, l'employabilité pérenne des salariés de la branche et les éléments qui sont nécessaires à la performance des entreprises qui la composent. Une méthodologie donc en 5 étapes. D'abord une analyse documentaire on a capitalisé sur l'existant, les études, les rapports, les analyses de données statistiques qui sont disponibles, tous les travaux qu'a réalisé déjà la branche et accompagnés par Acto. Ensuite, des entretiens qualitatifs qui ont été tout d'abord menés par les représentants paritaires de la branche auprès des entreprises, auprès de salariés, auprès des donneurs d'ordre, auprès d'associations, auprès des industriels qui agissent du coup au quotidien, notamment ceux qui construisent les véhicules de collecte et travaillent du coup sur les projets à long terme. On a fait de l'analyse de travail sur site avec notamment la visite d'un centre de tri. 2 enquêtes quantitatives auprès de vous, les entreprises, et je vous remercie toutes celles qui y ont contribué parce que ces informations sont essentielles pour mener du coup ces études. On a du coup 3320 entreprises de la branche et avec un taux de représentativité de 34,5% des salariés de la branche qui ont du coup répondu et 16% des entreprises avec une représentativité qui est proche en termes de taille d'entreprise de la structure de votre branche. Et ensuite, des ateliers avec les représentants paritaires de la branche pour finaliser et co-construire la cartographie et les fiches métiers. Vous allez voir aujourd'hui qu'une toute petite partie de l'enquête, vous avez sur le site Acto le rapport global, elle est bien sûr beaucoup plus riche que ce qu'on peut vous raconter en 40 minutes, avec tous les éléments clés, les 32 fiches métiers, la cartographie et tous les outils que Acto met à disposition de l'ensemble des entreprises. Donc maintenant, je vous propose un voyage vers le futur en 2030 pour aller voir les évolutions qui vont impacter votre branche, celle qui, du coup, vous nous avez remonté. Ce que je vous montre ici, c'est l'avis des répondants de ce que vous êtes en grande majorité pour pouvoir voir les résultats que vous nous avez apportés au questionnement qu'on vous a indiqué. Première étape, les mutations en cours et à venir. Vous êtes une branche, il y en a énormément d'autres. Le rythme, Sandra le disait, des mutations s'est accéléré, mais comme jamais, de tout ordre. Et l'impact sur les métiers et les compétences est extrêmement important. C'est pour ça qu'il est vraiment essentiel de pouvoir anticiper parce que ces mutations, elles ont un impact sur le quotidien, sur les activités, sur les besoins en compétences, sur les outils qu'on utilise et elles ont du coup un impact sur la réalité du travail dans les entreprises de la branche. Les données quantitatives qui ont été recueillies, c'est une évolution bien sûr du volume de déchets. Donc, sur les déchets ménagers, 36,5 millions de tonnes, cela représente, et l'évolution entre 2010 et 2020 a été une très légère hausse de plus de 2,2%. Les biodéchets, donc on a la réglementation qui impose de les collecter depuis janvier 2024. On n'a pas d'évolution parce que du coup la typologie d'analyse a été modifiée entre 2010 et 2020, mais bien sûr ça va augmenter parce que maintenant ils seront séparés et du coup à partir de cette année ça sera plus facile de les suivre, mais on peut bien sûr imaginer que la collecte séparée fera augmenter le nombre des biodéchets, même s'ils étaient compris jusqu'à présent dans les déchets ménagers. Les déchets dangereux ils représentent 3,3 millions de tonnes et ont été en hausse de plus 7,3% depuis 2010. Et puis ensuite, les déchets industriels non dangereux. Donc là, on est sur 233 millions de tonnes avec aussi une hausse de 2,2%.
L'écosystème de la gestion des déchets s'est enrichi avec, bien sûr, les acteurs historiques qu'on va retrouver, mais aussi des nouveaux acteurs qui viennent impacter l'organisation de la gestion des déchets. Vous avez bien sûr, vous, entreprises de collecte des déchets qui sont essentielles et partie prenante de l'activité, mais vous avez aussi les donneurs d'ordre qui, avec leurs nouvelles exigences, l'évolution dans les attentes impacte aussi votre activité. Il y a aussi les déchetteries, acteurs en localité, territoriaux qui font partie de cet écosystème. Il y a aussi, bien sûr, et vous êtes les premiers impactés, et vous êtes une branche qui est extrêmement impactée, les autorités de régulation, et on verra au niveau de l'ONU, au niveau de l'Europe, au niveau de la France, qui impactent forcément votre quotidien. Les centres de tri, sur lequel, du coup, vous verrez, on a des évolutions technologiques extrêmement importantes qui ont commencé et qui vont se poursuivre. Les associations qui viennent, et on en a rencontré plusieurs, qui viennent agir sur la collecte des déchets, la sensibilisation de toutes les parties prenantes, et notamment les usagers, pour véhiculer des notions de tri et influer des nouvelles sensibilités à l'éco-responsabilité. Toutes les équipes de nettoiement urbain qui agissent au quotidien pour la propreté urbaine. Les REP, on y reviendra un peu plus tard, qui agissent cette nouvelle réglementation qui met en tout cas qui va regrouper les pollueurs qui deviennent un peu les payeurs, et donc on va voir, c'est vraiment des nouveaux acteurs qui viennent intervenir avec plus de 2 milliards d'éco-contributions qui ont été perçues par ces éco-organismes. On va voir la collecte des ampoules, des petits appareils ménagers, enfin, il y a eu beaucoup de nouveaux acteurs à l'initiative de ces REP qui sont venus dans cet écosystème de gestion des déchets. Il y a bien sûr les entreprises de recyclage et aussi les industriels qui viennent apporter leur technologie au service de votre branche. Les mutations, elles sont de 4 ordres. Les évolutions réglementaires, comme on l'a vu, qui sont extrêmement impactantes. Les évolutions technologiques qui permettent d'optimiser les process, de sécuriser aussi l'activité au quotidien. Les évolutions des donneurs d'ordre qui sont là avec leur cahier des charges et qui imposent un cadre qu'il va falloir respecter. Et puis toutes les évolutions sociétales, écologiques liées au développement durable. Donc 4 types de mutations qu'on a analysées. Première évolution, ce sont les évolutions réglementaires, dont le but est de réduire le volume des déchets, inciter au réemploi, pousser à la valorisation des déchets et l'intégration d'une économie circulaire. Donc vous avez vraiment à 3 niveaux. Au niveau mondial, vous avez les fameux ODD, ces objectifs de développement durable. C'est à l'agenda 2030. Il y a 17 objectifs de développement durable dont l'objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Ce sont des objectifs qui sont extrêmement ambitieux et qui s'imposent au niveau mondial. Ensuite, on a un deuxième niveau de réglementation, c'est le niveau européen, avec 3 directives européennes majeures, la directive cadre sur les déchets, la directive sur les emballages et les déchets d'emballage, la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. C'est beaucoup de réglementations qui imposent, et il n'y a pas de choix de s'y conformer, même si tous les objectifs ne seront pas forcément atteints dans la temporalité qui a été fixée dans les lois, mais qui sont un cadre réglementaire que vous devez respecter. Et puis, il y a au niveau français,
Donc, au niveau français, vous avez la loi relative à l'élimination du coup des déchets et la récupération des matériaux, hein, c'est dès 1975. Ensuite, la loi, vous en avez une autre loi en 1992, et puis celle qui va avoir le plus d'impact, hein, c'est la fameuse loi AGEC, où vous allez retrouver dedans l'interdiction des plastiques à usage unique, hein, et normalement, la fin devrait être imposée en 2040, qui a instauré ces fameux filières REP, qui du coup qui imposent justement que les producteurs de déchets soient aussi les payeurs et qui donnent la responsabilité du coup du traitement des déchets. Et puis, vous avez un nombre de lois qui est extrêmement important, hein, vous y êtes confrontés plus que moi. Et on vous a demandé votre avis à vous. Quelles sont les lois qui, du coup, vous impactent ou vont vous impacter le plus? Et voilà votre avis. À 58%, vous avez estimé que les 2 lois qui auront le plus d'impact sur votre activité sont la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi AGEC, et les filières à responsabilité élargie du producteur, les REP. Ça, c'était vraiment le premier avis. À 56%, vous avez considéré que la collecte des biodéchets, ça sera quelque chose qui va vous impacter. Alors peut-être que c'était aussi l'actualité lors du questionnaire, hein, et vous estimez que ça va augmenter au moins de 20% par rapport au volume collecté aujourd'hui. Dans cette enquête, on vous a demandé aussi votre avis sur l'évolution du volume des déchets à horizon 2030. Vous avez été une majorité à estimer qu'il y aura une stabilité sur les autres types de déchets, ménagers, dangereux ou déchets industriels non dangereux. C'est votre vision en fait pour 2030. L'avis, il est différent en fonction des typologies d'entreprises. Là, je vous ai mis vraiment les résultats de l'enquête, hein. Vous voyez à chaque fois l'impact que vous donnez à chacune de ces lois qui s'imposent à vous. Et en fonction de la taille de vos entreprises, vous ne les avez pas qualifiées de la même façon si vous êtes une TPE ou une très grande entreprise. Vous avez jugé l'impact un peu différent et vous avez sur les colonnes de droite, en fonction de la taille d'entreprise, les lois que vous estimez avoir le plus d'impact sur votre activité. Ensuite, on vous a interrogé sur les évolutions technologiques. Quelles sont les évolutions technologiques qui vont ou qui vous impactent déjà le plus? La première, celle dont vous avez eu, du coup, vous êtes les plus nombreux, ce sont les poubelles intelligentes avec les capteurs de remplissage, les puces RFID qui vous informent sur le niveau de remplissage et qui vous permettent d'adapter la cadence des collectes. Et du coup, avec ces informations que vous allez recueillir ou que certains recueillent déjà, ça permet d'adapter et du coup de synchroniser la collecte en fonction du niveau de remplissage. Vous avez été 59% à estimer que c'est vraiment un impact qui est extrêmement important. Deuxième impact, ce sont les véhicules intelligents. Donc, on verra, hein, on a une gradation dans les véhicules intelligents, hein, on n'est pas encore aux véhicules autonomes et on verra que ça, vous estimez que ça ne va pas avoir un impact très rapide, en tout cas un horizon du coup rapide, mais c'est surtout tous les capteurs, l'optimisation du coup du schéma de collecte, les informations que vous pouvez récupérer, les GPS, toute la technologie embarquée que vous retrouvez sur les véhicules, vous estimez que ça a déjà un impact important et que ça en aura un qui va encore grandir de manière extrêmement importante. Vous avez été 55% à dire que la tarification incitative qui est permise du coup par les nouvelles technologies va avoir ou a déjà un impact vraiment important sur la collecte des déchets, hein, 55%. C'est quelque chose qui pour vous aura un impact sur le volume des déchets et sur les modalités de collecte.
Ensuite, 55% estiment que les interfaces qui permettent parfois déjà, grâce avec des interfaces numériques, de pouvoir prendre des rendez-vous pour la collecte des déchets, a un impact qui est extrêmement important. Vous êtes plus de la moitié à l'avoir fait. Enfin, les camions autonomes, donc 38% ont jugé cette technologie comme extrêmement impactante à l'avenir. Et du coup, on a été, vous voyez ici la gradation, à quel moment. Quand on vous a demandé à quel horizon les camions autonomes vous les voiriez arriver, on est plus vers 2040-2050. Hein, vos avis se partagent sur ces deux dates, mais en tout cas, vous répondez qu'à l'horizon 2030, il n'y aura pas d'impact à ce moment-là, du coup, sur vos collectes. Technologies qui vont le plus d'impact sur votre activité. Les premiers, vous avez considéré que ce sont les centres de tri, dont les technologies, les capteurs permettent d'automatiser de plus en plus l'activité et le tri. Différents capteurs, un capteur de matière, capteur optique sur les couleurs, notamment du vert, les bras robotisés qui viennent enlever certains matériaux. Ce sont des technologies qui, pour vous, ont commencé déjà de manière importante et vont vraiment augmenter à l'horizon 2030. Sur les camions autonomes, on a demandé quels sont en fait, et surtout là c'est vraiment impulsé par les donneurs d'ordre, quels sont les véhicules que vous allez privilégier d'ici 2030. Des véhicules électriques, même s'il y a aujourd'hui les batteries pour un camion, sont encore grosses et c'est pas si évident que ça, mais pourtant, sur toute votre flotte, il va y avoir une progression extrêmement importante et vous êtes 66% à le dire sur les véhicules électriques. Les véhicules GNV, sur le gaz naturel, vous êtes 33% à le dire, et les véhicules à l'hydrogène, 28% à le dire. Les véhicules autonomes, vous n'êtes que 4% à dire qu'il y aura un impact en 2030. Et dans la moyenne, vous êtes plutôt à estimer l'arrivée des camions autonomes en 2040. On a été voir les expérimentations en cours sur les véhicules autonomes. Donc, il y en a un certain nombre qui sont en cours aux États-Unis, à Miami, avec en Floride un grand projet qui a été mené, avec la société de technologie de la mobilité Gatik, qui teste ces camions de collecte de déchets autonomes sur une courte distance. Ça a aussi été fait dès 2020 dans la ville de Houston, qui a annoncé un partenariat avec la société Nuro et qui ont testé des véhicules autonomes de livraison pour la collecte de déchets et de recyclage. En France, à Paris, il y a eu quelques tests qui ont été faits dès septembre 2020 à l'origine de la mairie de Paris qui avait lancé. En Suède, à Göteborg, c'est Volvo, Volvo Trucks, qui a collaboré avec la ville de Göteborg pour tester un camion poubelle autonome. Ce sont les petites vidéos que vous voyez jusque-là. Après, la densité de la ville de Göteborg pour y avoir été, c'est pas du tout Paris. Et de là à pouvoir... il y a une maison tous les 100 mètres, donc c'est beau. Le terrain de l'exploitation s'y prêtait. Ça sera pas la même chose dans les villes de Paris ou des grandes agglomérations. Et à Singapour aussi, des camions autonomes avec les bras robotiques pour collecter des déchets qui sont également en test. Les évolutions des donneurs d'ordre, on vous a questionné aussi sur qu'est-ce qu'on vous demande, qu'est-ce qui a évolué dans le cahier des charges de vos donneurs d'ordre. Monsieur Le Sceau, n'hésitez pas à intervenir si vous avez quoi que ce soit à rajouter. 66%, vous avez été 66% à nous informer, c'est la réduction des budgets, c'est ce qui vous impacte le plus. Ensuite, c'est une exigence accrue en termes de tri. Vous êtes la moitié à avoir répondu ce point-là.
Et ensuite, c'est l'exigence et le fait d'imposer d'avoir des véhicules respectueux de l'environnement. Donc ça, vous êtes 38% à avoir répondu ça. Donc, vous voyez l'ensemble de vos réponses avec vraiment l'impact budgétaire, ces restrictions qui sont demandées, qui sont vraiment les points essentiels. Une réduction à noter des cadences de collecte pour 21%, des demandes de nouvelles modalités de collecte, avec aussi un renforcement des PAV, du coup, qui est demandé par les donneurs d'ordre. Les évolutions sociétales, vous les connaissez du coup comme moi, il y a une prise de conscience de l'impact environnemental des déchets qui est de plus en plus important. Des nouvelles pratiques des usagers de tri, ça ne veut pas dire que tout le monde les applique et que vous avez encore, il y a encore beaucoup d'efforts à faire auprès des usagers afin qu'ils trient correctement dans les bons bacs les déchets, mais il y a quand même une évolution qui est notable, même si elle est plus faible que ce qui était anticipé au départ de la loi AGEC. Donc, il y aura encore du travail. Le changement de mentalité est long, même s'il y a des prises de conscience. De là à ce que ça se retrouve dans les pratiques, il y a un temps long et nécessaire pour pouvoir faire évoluer les comportements. Et puis, il y a des nouveaux comportements qui sont déjà là, comme la réduction à la source, que ce soit de la part des industriels qui limitent un peu le poids des déchets, et la pratique du vrac qui a commencé à augmenter, et puis les pratiques de seconde main qu'on voit sur les plateformes pour pouvoir le faire, et puis le compost, du coup, qui commence à augmenter. Même si c'est encore pas une répartition la plus importante possible. Donc, vous voyez là, du coup, les évolutions sociétales, ce que vous avez répondu en fonction, du coup, de ces questions sur l'impact environnemental des déchets et la prise de conscience par les usagers, du coup, qui influent leur comportement. Ça demandait dans l'enquête, suite à cette mutation, quelles sont les orientations stratégiques que vous avez prises ou que vous allez adopter pour pouvoir intégrer ces éléments qui vont changer en tout cas votre activité, votre environnement, les exigences de vos donneurs d'ordre. Et vous nous avez répondu à 73%. On va investir dans la valorisation des déchets, c'est un point important et essentiel. À 66%, vous allez modifier les flottes de véhicules que vous avez en investissant sur des véhicules plus respectueux de l'environnement. Vous avez été 44% à répondre que vous allez développer des collectes sur rendez-vous via une application digitale, renforcer les PAV et ouvrir plus de déchetteries de proximité. Alors, vous verrez, ça fait une centaine de pages, cette partie-là. Ce n'est qu'un petit résumé de l'étude. Mais après, la deuxième étape était de se dire, on a analysé beaucoup de mutations, mais quel en est l'impact sur les métiers et les compétences et sur le quotidien des salariés, sur l'organisation des entreprises et sur les enjeux des entreprises auxquels elles doivent faire face pour pouvoir continuer le service qu'elles rendent auprès des collectivités. On a travaillé donc avec Sandra sur une typologie de métiers pour pouvoir qualifier l'impact sur les métiers. Donc, on a défini une typologie avec du coup la branche. Donc, des métiers émergents sont les métiers qui apparaissent à la suite de ces évolutions qu'on a vues et qui viennent combler un nouvel usage qu'il n'y avait pas forcément dans la branche. Des métiers porteurs dont les mutations vont renforcer le potentiel de développement et qui vont se développer dans les années à venir. Les métiers stables qui sont peu impactés par les évolutions et qui vont continuer, même si bien sûr il y aura de la digitalisation et que du coup il y aura quelques modifications, mais les compétences du coup socle du métier vont peu évoluer.
Les métiers sensibles, c'est ceux qui vont être peut-être moins recherchés dû à la digitalisation du coup, et sur lequel il va falloir agir pour préserver l'employabilité pérenne. Et puis les métiers en tension, ce sont des métiers qui sont extrêmement recherchés sur le marché du travail parce que les mutations ou les évolutions technologiques imposent d'avoir dans ces équipes, alors je pense à la maintenance, du coup la digitalisation en masse de beaucoup de branches nécessite ces métiers-là, et il y a en tout cas un différentiel entre l'offre et la demande, et il est difficile de trouver ces métiers sur le marché. Donc, la cartographie des métiers a été actualisée. Vous voyez ici la filière exploitation, et en fonction des codes couleurs, vous voyez la typologie des métiers. Donc, dans les métiers les plus impactés par la digitalisation, on va retrouver bien sûr l'agent de centre de tri, l'agent pont-bascule, l'agent de réception. À titre d'exemple, dans les métiers émergents, on va avoir l'éco-ambassadeur qui va être extrêmement important. Du coup, et sur des métiers du coup qui sont plus en tension, c'est toujours les conducteurs de matériel roulant de collecte, les conducteurs d'engins qui sont difficiles à trouver sur le marché. Vous avez la filière maintenance, avec beaucoup de métiers en tension, et la filière études, développement, administration ou gestion, où vous voyez les métiers qui font partie du coup de votre convention collective. 24 fiches métiers dans le cadre de cette étude ont été créées. Vous pouvez les retrouver sur le site d'Acto, qui peuvent vous permettre de support quand vous avez à recruter quelqu'un pour rédiger vos offres d'emploi. C'est un support qui peut être extrêmement aidant pour vous parce que vous allez y retrouver la mission de chaque métier, les activités, les compétences, les conditions d'exercice, les voies d'accès au métier, et vous avez une page qui vous regroupe les évolutions prospectives, comment du coup ces métiers vont être impactés. Donc, 6 métiers ont été travaillés avec une maille un peu plus fine. Ils ont été sélectionnés par les représentants paritaires de la branche parce que ce sont des cœurs de métier. Et sur cela, on a poussé la prospective avec une évaluation quantitative de l'évolution des effectifs à 2030. Et vous voyez pour chacun, c'est cette dernière page, les évolutions, l'impact des évolutions réglementaires, digitales, sociétales sur chaque métier. Nous avons travaillé sur 3 scénarios prospectifs. Le scénario O, qui est basé sur les estimations de la FNAD, qui prévoit une baisse modérée des déchets en 2030, à moins 1% de volume des déchets. On avait fixé le cadre réglementaire, ce sont les objectifs de la loi AGEC. La loi AGEC impose, du coup, même si maintenant on est en 2024, on se dit que ça ne sera pas forcément atteint, mais la loi AGEC impose une réduction de 15% du volume des déchets en 2030. C'est ce qui a été fixé quand la loi est sortie. Et puis un scénario médian qui est du coup un intermédiaire qui prévoit une baisse de déchets de 7%. On a, à partir de chaque scénario, travaillé du coup sur l'évolution des effectifs pour chacun des métiers pour faire cette estimation. Cette estimation de l'évolution des effectifs, elle prend en compte bien sûr l'impact de la digitalisation. On n'a pas le même impact quand on travaille dans un centre de tri que quand on est conducteur. On voit que l'impact ne sera pas les mêmes. On a pris en compte aussi le turnover. On a pris en compte aussi la pyramide des âges avec les départs à la retraite. Et on a pris en compte les évolutions sociétales et comportementales qui pourraient avoir un impact qui est pris en compte dans le volume des déchets.
Une fois qu'on a identifié les métiers, qu'on a qualifié leur impact et qu'on a identifié les besoins en compétences, avec notamment les compétences émergentes pour 2030, on a regardé si l'offre de formation telle qu'elle existe répondait aux besoins en compétences de vous, entreprises et au niveau de la branche, pour pouvoir répondre à vos objectifs ambitieux auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui et qui vont s'accélérer jusqu'en 2030. On a regardé la localisation de vos entreprises, hein, c'est la carte jaune. On a regardé la localisation des prestataires de formation qui travaillent pour votre branche. Et puis, on a du coup regardé pour mettre du coup en juxtaposition la localisation des offres d'emploi, là où vous embauchez. Et on vous a du coup questionné sur du coup, est-ce que l'offre de formation correspond à vos attentes d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'elle répond aussi à vos attentes de demain pour avoir votre avis sur l'adéquation de l'offre? On vous a demandé quelles sont les compétences dont vous avez absolument besoin et sur lesquelles vous allez former vos collaborateurs. Le premier que vous avez répondu, ce sont les compétences en développement durable. Ce sont des compétences essentielles pour l'évolution de la branche, du coup, et on vous a demandé quelles sont les formations que vous réalisez sur cette typologie-là. Deuxième compétence, c'est cette capacité de tri renforcée avec ce besoin de connaissance des matériaux. Il va falloir, le tri va devenir, on l'a vu, à l'initiative des donneurs d'ordre, va devoir être de plus en plus fin pour être de mieux en mieux valorisé. Et donc l'idée, c'était vraiment de se dire, on a besoin aujourd'hui de développer parmi nos salariés la connaissance des matériaux pour pouvoir optimiser l'efficacité du tri, la meilleure valorisation des déchets et répondre aux attentes de nos donneurs d'ordre. Monsieur Losso le disait au départ, hein, le savoir de base, la branche investit sur l'employabilité pérenne de ses salariés et il est essentiel pour pouvoir du coup sécuriser les parcours professionnels, de maîtriser les compétences de base qui permettent ensuite d'apprendre à apprendre et de pouvoir se former à de nouveaux métiers. Et puis, on l'a vu, hein, les compétences digitales deviennent essentielles à tous les postes et à tous les métiers. C'est extrêmement important de pouvoir les maîtriser pour pouvoir accéder, du coup, à ces interfaces numériques qui permettent de piloter un tapis de centre de tri, des camions qui sont de plus en plus digitalisés et à tous les niveaux, faire du reporting. Il y a de nombreuses activités qui étaient auparavant sur papier et qui passent de plus en plus sur du traitement digital. Votre perception de l'offre de formation, on vous a demandé, est-ce que l'offre de formation actuelle correspond à vos besoins? Vous êtes 58% à dire oui, l'offre de formation correspond à nos besoins. Elle est suffisamment disponible à proximité de votre entreprise pour 56% d'entre vous. Vous dites que la durée des formations est adéquate à vos besoins pour 62% d'entre vous et que les contenus pédagogiques sont adaptés ainsi que les modalités pédagogiques. Donc, plutôt une satisfaction de l'offre de formation par rapport aux besoins de vos salariés.